Nous avions enfin trouvé l'endroit parfait pour notre escapade du week-end, une petite cabane en bois, nichée au cœur d'une forêt dense, loin de tout. L'annonce la décrivait comme rustique mais confortable, avec une cheminée, un porche donnant sur un lac et surtout, une isolation totale du monde extérieur. C'était exactement ce dont nous avions besoin. Juste elle et moi, sans bruit de la ville, sans notification, sans distraction. Le trajet jusqu'à la cabane fut long. Une route sinueuse serpentait à travers la forêt, et plus nous avancions, plus le réseau disparaissait. À un moment donné, notre GPS cessa de fonctionner, et nous dûmes nous fier aux indications griffonnées sur un morceau de papier par le propriétaire. Une route de terre battue s'ouvrait devant nous, bordée d'arbres immenses qui filtraient la lumière du soleil, plongeant les lieux dans une pénombre inquiétante malgré l'après-midi encore jeune. Quand nous sommes enfin arrivés, la cabane était exactement comme sur les photos, petite mais charmante, avec une façade en bois sombre et un toit pentu couvert de mousse. Une balançoire de fortune pendait d'un arbre à quelques mètres de là, se balançant doucement au gré du vent. À l'arrière, un sentier descendait jusqu'au lac, dont la surface reflétait le ciel grisâtre de fin d'automne. Dès que nous avons posé nos affaires à l'intérieur, une odeur de bois brûlé et de poussière nous accueillit. L'endroit était bien entretenu, mais il avait ce parfum ancien des lieux rarement habités. Le mobilier était simple, une table en bois massif, 2 fauteuils usés près de la cheminée et un lit recouvert d'une épaisse couverture en laine. Un vieux téléphone fixe trônait sur une commode, seul lien avec l'extérieur en cas d'urgence. La première soirée fut parfaite. Après un dîner au coin du feu, nous avons ouvert une bouteille de vin et avons passé des heures à parler, à rire, à profiter du silence de la forêt. De temps en temps, un craquement retentissait dehors, sans doute un animal qui fouillait dans les feuilles mortes, mais cela ne nous inquiéta pas. C'était normal, après tout. Lorsque nous sommes allés nous coucher, une pluie fine avait commencé à tomber, crépitant doucement sur le toit. Je me souviens avoir pensé que c'était le son le plus apaisant du monde. À ce moment-là, je n'aurais jamais imaginé que cette tranquillité ne durerait pas. Cette nuit-là, quelque chose m'a réveillé. Au début, je n'étais pas sûr de ce qui m'avait tiré du sommeil. La pluie tombait toujours doucement sur le toit, et la cabane baignait dans une obscurité totale, seulement brisée par la lueur rougeâtre des braises mourantes dans la cheminée. J'ai tourné la tête vers ma copine. Elle dormait profondément, sa respiration régulière se mêlant au bruit de la nuit. Puis, je l'ai entendu. Un bruit sourd, suivi d'un second, plus fort. Quelqu'un frappait à la porte. Mon corps s'est immédiatement tendu. Qui pouvait bien venir ici, en pleine nuit, au milieu de la forêt? L'endroit était totalement isolé, à plusieurs kilomètres de la ville la plus proche. Peut-être le propriétaire? Non, il n'avait aucune raison de venir, et encore moins sans prévenir. Un chasseur perdu? Un randonneur? Peu probable. Les battements de mon cœur se sont accélérés tandis que je me redressais lentement. J'ai retenu mon souffle, tendant l'oreille. Le silence. Juste la pluie et le vent dans les arbres. J'ai failli me recoucher, convaincu d'avoir imaginé le bruit, quand les coups ont retenti à nouveau. 3 frappes, plus distinctes, plus insistantes. Cette fois, ma copine s'est réveillée. Elle a levé la tête d'un coup, les yeux agrandis par la surprise. « Tu as entendu ça » a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête, mon regard fixé sur la porte. Nous avons attendu, immobiles, les sens en alerte. L'idée d'appeler quelqu'un m'a traversé l'esprit, mais nos téléphones n'avaient pas de réseau. Il ne nous restait que le vieux téléphone fixe posé sur la commode, et je n'étais même pas sûr qu'il fonctionne encore. Je me suis lentement levé et me suis dirigé vers la fenêtre la plus proche. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans toute la pièce. D'un geste hésitant, j'ai écarté légèrement le rideau. Rien. Le porche était vide. La forêt, silencieuse. Il n'y avait personne. Un frisson a parcouru mon dos. J'ai attendu quelques secondes de plus, mais aucun autre bruit ne vint troubler la nuit. Peut-être que c'était juste un animal? Un arbre qui craquait sous la pluie? Je me suis tourné vers ma copine et lui ai fait signe que tout allait bien. Elle n'avait pas l'air convaincue, mais elle s'est rallongée, se serrant contre moi quand je suis revenu sous les couvertures. Nous sommes restés éveillés un long moment, écoutant le moindre bruit. Mais plus rien ne vint. Finalement, le sommeil m'a repris. Je n'avais aucune idée que ce n'était que le début. Le lendemain matin, j'ouvris les yeux avec une sensation étrange, un mélange de fatigue et d'inquiétude diffuse. La nuit avait été agitée, et malgré le silence qui avait suivi les coups à la porte, je n'avais jamais réussi à me rendormir complètement. J'avais fini par sombrer dans un sommeil léger, constamment perturbé par la crainte d'entendre à nouveau ce bruit. À côté de moi, ma copine dormait encore, recroquevillée sous la couverture. Je me suis levé avec précaution pour ne pas la réveiller et me suis dirigé vers la cuisine afin de préparer du café. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux,
projetant des ombres douces sur le plancher de bois. J'avais presque réussi à me convaincre que les événements de la nuit précédente n'étaient qu'un jeu de mon imagination lorsqu'un détail me fit m'arrêter net. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. Mon souffle se coupa. J'étais certain de l'avoir fermée avant d'aller me coucher. Mon esprit chercha immédiatement une explication rationnelle. Peut-être que je ne l'avais pas bien verrouillée et que le vent l'avait poussée. Ou alors, j'hésitai un instant avant de m'avancer lentement et de pousser la porte du bout des doigts. Un courant d'air frais s'engouffra à l'intérieur. Dehors, la forêt semblait calme, presque paisible sous la lumière du jour. Mais ce que je vis sur le sol fit instantanément disparaître toute impression de tranquillité. Des empreintes, elles étaient partout, imprimées dans la boue humide tout autour de la cabane. Des empreintes humaines. Mon cœur se mit à battre violemment dans ma poitrine. Je me penchai pour mieux voir. Les traces étaient nettes, bien définies, comme si elles avaient été laissées récemment. Et elles n'étaient pas les nôtres. La respiration bloquée, je suivis du regard leur trajectoire. Elles allaient et venaient autour de la cabane, s'attardaient près des fenêtres, tournaient autour du porche. Mais ce qui me glaça le sang fut de remarquer qu'elles ne menaient à aucun point d'entrée ni de sortie. Comme si leur propriétaire était apparu ici, et s'était volatilisé. Un bruit derrière moi me fit sursauter. Ma copine était debout dans l'encadrement de la porte, son visage encore marqué par le sommeil, mais ses yeux s'écarquillèrent immédiatement en voyant mon expression. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle, inquiète. Je n'arrivais pas à parler. Je me contentais de pointer du doigt le sol devant nous. Lorsqu'elle vit les empreintes, elle porta une main à sa bouche, horrifiée. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. Un long frisson me parcourut l'échine. Nous n'étions pas seuls cette nuit-là. Quelqu'un ou quelque chose avait marché autour de la cabane pendant que nous dormions. Le malaise ne nous quitta plus après cette découverte. Nous étions censés rester une nuit de plus, mais l'idée de dormir à nouveau dans cette cabane nous était devenue insupportable. Sans un mot, nous avons rapidement rassemblé nos affaires, lançant des regards nerveux vers la forêt, comme si quelque chose ou quelqu'un pouvait encore être là, caché derrière les arbres. Le trajet du retour fut silencieux. Ma copine fixait la route, le visage tendu, et moi, je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil dans le rétroviseur, l'impression tenace que nous étions suivis. Bien sûr, il n'y avait jamais rien derrière nous, juste cette route sinueuse qui disparaissait peu à peu dans l'épaisseur de la forêt. En arrivant enfin chez nous, l'atmosphère pesante se dissipa légèrement. Le simple fait d'être de retour dans un endroit familier, avec des voisins autour, des lumières dans la rue, me donna l'illusion d'être en sécurité. Nous essayâmes de reprendre une routine normale, de ne plus penser à ce week-end, de nous convaincre que nous avions simplement exagéré la situation. Quelques jours plus tard, alors que nous étions installés sur le canapé, ma copine proposa de regarder les photos que nous avions prises à la cabane. Peut-être que cela nous aiderait à relativiser, à transformer cette expérience en un simple souvenir étrange plutôt qu'en un véritable traumatisme. J'ouvris la galerie sur mon téléphone et fis défiler les images. La première montrait la façade de la cabane sous la lumière dorée du soir. Puis nous deux, souriant sur le porche, une bouteille de vin à la main. Une autre photo capturait la lisière du lac, avec le reflet des arbres dans l'eau sombre. Et puis, il y en eut une qui me fit arrêter net. C'était une simple photo de nous deux, prise à l'intérieur, le premier soir. J'étais assis sur le canapé, ma copine derrière moi, les bras passés autour de mon cou, souriant à l'objectif. Mais dans le coin de la fenêtre, juste derrière nous, il y avait une silhouette. Une forme sombre, floue, comme si quelqu'un se tenait dehors, nous observant à travers la vitre. Mon estomac se serra violemment. J'agrandis l'image avec mes doigts, tentant de discerner plus de détails, mais l'obscurité de l'extérieur masquait ses traits. Pourtant, il était là. Et le pire, c'est que cette photo avait été prise avant que quoi que ce soit d'étrange ne se produise. Avant les coups à la porte. Avant les empreintes dans la boue. Ce qui voulait dire qu'il était là depuis le début. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Ma copine et moi nous regardions, pétrifiés, la gorge nouée par une peur viscérale. Nous avions senti une présence cette nuit-là, entendu ses coups à la porte, découvert ses empreintes. Mais cette photo prouvait que tout avait commencé bien avant. Que, dès notre première soirée, quelque chose ou quelqu'un était déjà là, tapi dans l'ombre, nous observant sans que nous le sachions. Ma main tremblait en tenant le téléphone. J'essayais de trouver une explication rationnelle, mais aucune ne tenait la route. Un effet de lumière? Un reflet? Non. Cette silhouette avait une forme bien définie, immobile, comme une personne debout dehors, dans l'obscurité. C'est une blague, dis-je à voix basse, sans même y croire moi-même. Ma copine secoua la tête, les larmes aux yeux. Ça veut dire qu'il nous regardait déjà, avant même qu'on le remarque. Un frisson parcourut mon dos.
L'idée que cette présence avait été là dès le début, silencieuse, patiente, attendant peut-être que nous nous endormions, c'était insupportable. Nous avons immédiatement supprimé les photos. Cela ne changeait rien, bien sûr, mais l'idée de garder cette image dans notre téléphone nous était insoutenable. Pourtant, l'effacer ne signifiait pas oublier. Les jours passèrent, mais l'angoisse ne nous quitta jamais vraiment. Chaque nuit, nous sursautions au moindre bruit. Je vérifiais compulsivement les serrures avant de dormir, et ma copine ne s'approchait plus des fenêtres une fois le soleil couché. Puis, un soir, quelque chose nous fit comprendre que cette histoire n'était pas derrière nous. Alors que nous étions couchés, un bruit résonna dans la nuit. Un bruit sourd. 3 coups, frappés à notre porte d'entrée. Nous avons cessé de respirer. Le sang battait à mes tempes. Lentement, d'un mouvement mécanique, je me suis levé du lit et ai avancé jusqu'à la fenêtre. Mon cœur cognait si fort que j'avais du mal à entendre autre chose. J'ai écarté légèrement le rideau, et j'ai vu. La rue était vide. Pas de voiture. Pas de passants. Rien d'anormal. Mais sur le sol, devant notre porte, dans la lueur froide du réverbère, il y avait des empreintes. Les mêmes que celles que nous avions trouvées autour de la cabane. Cela fait des mois maintenant, mais la douleur ne s'est toujours pas dissipée. La perte de mon mari dans cet accident de voiture a été un coup brutal, un abîme sans fin où je me suis retrouvé à m'enfoncer chaque jour un peu plus. J'avais l'impression de marcher dans une brume épaisse, de voir le monde à travers une vitre fissurée, floue. Je n'avais plus de repères, tout semblait vide. La maison, autrefois pleine de rires et de moments partagés, était devenue un cercueil silencieux. Ses affaires étaient encore partout. Ses chaussures laissées dans le hall d'entrée, sa veste accrochée au porte-manteau, le parfum de son eau de toilette qui persistait, même après plusieurs semaines. J'étais là, dans cette maison, comme une âme errante, incapable de quitter ce passé que je n'arrivais pas à lâcher. Les soirées étaient les pires. L'air était lourd, la solitude insupportable. Chaque coin de la maison semblait me murmurer son absence. Le silence était parfois si intense que je pouvais presque l'entendre, ce silence qui résonnait dans les pièces, dans les murs. Je me réfugiais dans le confort de mes souvenirs, relisant sans cesse les messages que nous avions échangés, me raccrochant à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Ils étaient les derniers vestiges d'une vie que j'avais partagée avec lui. Je savais que je devais avancer, que je ne pouvais pas me laisser engloutir par ce vide, mais chaque tentative de tourner la page me semblait vaine. Le deuil n'avait pas de calendrier. Il ne se mesurait pas en jours ou en semaines. C'était une douleur sourde, un poids constant qui ne me quittait jamais, et chaque nuit, je m'endormais avec l'espoir, ou plutôt le désir, de le revoir, même dans mes rêves. C'était la seule façon pour moi de le garder près de moi. Mais, je ne savais pas encore que ce désir allait bientôt devenir un véritable cauchemar. Tout a commencé un après-midi ordinaire. J'étais dans le salon, allongé sur le canapé, les yeux perdus dans les souvenirs, lorsque mon téléphone a vibré sur la table basse. J'ai jeté un œil distrait à l'écran, pensant qu'il s'agissait d'un message de ma mère ou d'un ami. Mais non, le nom affiché était celui de mon mari, Antoine, suivi d'un simple texte. « Tu me manques. » Je l'ai regardé, le cœur battant dans ma poitrine. C'était impossible. Comment? Il était mort. Je n'avais pas le courage d'y croire. Peut-être que c'était une erreur, une mauvaise manipulation. J'ai secoué la tête, comme pour chasser cette pensée, et j'ai posé mon téléphone sur la table, tentant de rationaliser. Mais il n'a pas cessé de vibrer. Je l'ai pris à nouveau, le souffle coupé, et j'ai vu un autre message. Cette fois-ci, c'était plus précis. Je vois ta silhouette à travers la fenêtre. Mon sang s'est glacé. Il n'était plus là. Il ne pouvait pas être là. Mais je connaissais son numéro par cœur, c'était le sien, celui qu'il avait toujours utilisé. J'ai hésité, un frisson parcourant mon échine. Peut-être un ami ou un collègue qui plaisantait. Mais qui pourrait savoir ça? Qui pourrait savoir que j'étais assise sur ce canapé, seule, en train de regarder la fenêtre? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté là, les doigts tremblants, fixant l'écran, comme si la réponse à cette énigme m'était en quelque sorte cachée dans ces mots. Puis, une nouvelle notification est apparue. Je vois aussi ton regard. Il est triste. Là, tout est devenu flou. Je pouvais presque sentir l'air se figer autour de moi, comme si la maison elle-même avait retenu son souffle. Qui était de l'autre côté de l'écran? Un esprit? Une farce de mauvais goût? Mais ces détails, la fenêtre, mon regard, personne d'autre que lui n'aurait pu les connaître. Et pourtant, il était mort. Cette pensée m'a envahi, mais une autre question persistait. Et si ce n'était pas lui? Les messages continuaient à arriver, chaque nouvelle notification faisant battre mon cœur plus vite,
me plongeant un peu plus dans une confusion terrifiante. Chaque message semblait de plus en plus personnel, plus intime, comme s'il observait chaque mouvement que je faisais. Tu as laissé la porte du salon ouverte ce matin. Je vois que tu t'es assise à la table, en train de lire le livre que je t'avais offert. Ces phrases étaient innocentes en apparence, mais elles me glaçaient le sang. Comment pouvait-il savoir tout ça? Il n'était plus là. Il ne pouvait pas être là. Je me suis mise à observer la maison sous un angle complètement nouveau. Les bruits familiers, autrefois rassurants, avaient pris une tournure étrange. La porte de la chambre semblait se fermer d'un coup, comme si une main invisible venait de la pousser. Les livres sur les étagères tremblaient légèrement, comme si quelqu'un les effleurait du bout des doigts. Le parfum de son eau de toilette, celui qu'il portait chaque matin avant de partir au travail, s'était de nouveau répandu dans l'air, flottant autour de moi, me rappelant sa présence, mais il n'était pas là. C'était impossible. Une nuit, alors que je me préparais à m'endormir, j'ai entendu des bruits sourds provenant du couloir. D'abord, ce n'était qu'un souffle faible, comme un vent qui se glissait dans les fissures des murs. Puis, il y eut des pas, lents, mesurés, comme si quelqu'un marchait autour de ma chambre. J'ai eu envie de crier, mais je me suis figé. Mes yeux se sont fixés sur la porte, mon corps paralysé par la peur. J'entendais distinctement ses pas se rapprocher, mais lorsque j'ai ouvert les yeux, il n'y avait personne. Juste le silence oppressant qui m'enveloppait. Je n'avais pas imaginé cela. Le bruit, les pas, la sensation d'une présence juste derrière moi, c'était trop réel. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, était là, dans la pièce, et me regardait, attendant un moment propice pour se manifester. Je me suis levé d'un bond, poussé par une urgence irrationnelle. J'ai commencé à vérifier chaque recoin de la maison, tout en envoyant un message, juste pour tenter d'en comprendre la source. Qui est là? La réponse est arrivée presque instantanément, glaciale. Je suis juste à côté de toi. Je n'avais plus de doute, il n'était pas parti. Il était toujours là, dans la maison, et il ne comptait pas me laisser tranquille. La peur m'avait envahi au point que je n'arrivais plus à respirer normalement. Les messages, les bruits, cette sensation constante d'être observé. J'étais épuisé, accablé, et je ne savais plus quoi faire. Peut-être que tout cela était dû à mon esprit en pleine déroute, submergé par le deuil et l'angoisse. Mais une partie de moi savait que ce n'était pas juste dans ma tête. Je devais obtenir des réponses. C'est alors que l'idée m'est venue. Si tout cela avait un lien avec lui, avec Antoine, alors je devais aller là où il reposait. C'est étrange, mais c'était comme si je le sentais, comme s'il m'appelait d'une manière que je ne pouvais pas ignorer. Le cimetière n'était qu'à quelques kilomètres, un endroit paisible où j'avais déjà été plusieurs fois, mais jamais avec un tel sentiment de nécessité. Lorsque je suis arrivé devant sa tombe, la froideur de l'air m'a frappé, mais ce n'était rien comparé à la lourdeur qui s'était installée dans ma poitrine. Le gravier sous mes pieds semblait résonner d'une manière étrange, comme si quelqu'un me suivait dans l'ombre. J'ai déposé quelques fleurs fraîches sur la pierre tombale, puis je me suis agenouillé. C'était une habitude que j'avais prise depuis sa mort, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose de différent. Je ne savais pas encore quoi, mais je ressentais un frisson étrange courir sur ma peau. Je me suis penché, mes doigts effleurant la terre. Soudain, quelque chose m'a attiré. Une irrégularité dans le sol. Comme si la terre avait été déplacée récemment. C'était à peine perceptible, mais je pouvais le sentir. J'ai creusé lentement avec mes mains, sentant la terre froide glisser entre mes doigts, jusqu'à ce que je touche quelque chose de dur. Mon cœur a commencé à battre plus fort. J'ai creusé encore un peu, la terre s'écoulant autour de mes mains tremblantes, et alors, j'ai vu ce qui était enterré là, à quelques centimètres sous la surface. Mon téléphone. Mon téléphone. Je l'ai sorti précipitamment, la sueur perlant sur mon front. Il était intact, étonnamment propre, et l'écran était allumé. La dernière notification visible était celle d'un message. C'était un message de lui, de Antoine. Je suis là, près de toi, je ne t'ai jamais quitté. Lentement, je l'ai soulevé, mes doigts tremblant de plus en plus. Comment avait-il bien pu arriver là, dans cette terre froide et humide, avec la batterie encore chargée? C'était impossible. Un cri est resté coincé dans ma gorge. J'ai regardé autour de moi, la tête me tournant, cherchant une explication logique, mais je n'en trouvais aucune. Tout ce que je savais, c'est que mon mari était mort, et que son téléphone n'aurait pas dû être là. Et pourtant, il était là, toujours allumé, prêt à me parler à nouveau. Je suis restée là, tremblante, le téléphone toujours dans les mains, fixant l'écran. La lumière de l'écran semblait presque irréelle dans la pénombre du cimetière, comme une invitation à comprendre l'impensable. Je suis là, près de toi, je ne t'ai jamais quitté. Ces mots résonnaient dans ma tête, envahissant mon esprit. Comment cela pouvait-il être possible?
Un frisson glacial m'a traversé, non seulement à cause de la présence de ce téléphone dans la terre, mais aussi de l'horreur qui s'y rattachait. Antoine était décédé, je le savais, mais ce téléphone, pourquoi était-il ici, et pourquoi m'envoyait-il encore des messages? Tout à coup, une nouvelle notification est apparue, brisant le silence oppressant qui m'entourait. Je n'avais pas envie de la lire, mais une force invisible m'y poussait. J'ai appuyé sur l'écran, malgré la peur qui m'étreignait. Le message était plus court, plus direct, et pourtant d'une clarté glaçante. Tu vois maintenant, n'est-ce pas? Je me suis senti pris au piège. Mon souffle se faisait plus court, mes jambes tremblaient sous le poids de l'horreur. Était-ce vraiment lui, ou était-ce quelque chose de bien plus sinistre qui m'utilisait comme un simple jouet? Je me suis éloigné de la tombe, reculant lentement, mais je n'arrivais pas à quitter ce lieu. Le cimetière, autrefois si paisible, semblait désormais être devenu un territoire inconnu, presque hostile, me retenant dans ses griffes. Alors que je tournais le dos à la tombe pour partir, un dernier message est arrivé. Cette fois, il n'y avait pas de texte, seulement une photo. Mon cœur s'est arrêté de battre en voyant l'image. C'était une photo de moi, prise de dos, assise près de la pierre tombale, avec un ciel gris et menaçant en arrière-plan. Mais le plus terrifiant n'était pas la photo en elle-même. Ce qui m'a fait hurler de terreur, c'était le petit détail en bas à gauche. Une silhouette sombre, floue, à peine visible, mais tellement présente. Je l'avais vu. Il était là, juste derrière moi, dans l'ombre. Une sensation glacée m'a envahi, comme si quelqu'un me touchait la nuque. Je me suis retourné en hâte, mais il n'y avait personne. Seulement l'immense silence du cimetière. Pourtant, je savais qu'il n'était pas loin. Pas très loin. Et qu'il ne me laisserait jamais partir. Nous avions enfin trouvé un appartement qui correspondait à nos attentes. Un vieil immeuble du centre-ville, au charme un peu désuet, avec de hauts plafonds et un parquet qui grinçait sous nos pas. Ma femme, Claire, avait toujours rêvé de vivre dans un endroit comme celui-ci, avec ses moulures anciennes et ses grandes fenêtres donnant sur la rue. Pourtant, dès le premier jour, une étrange sensation pesait sur nous, comme si l'air y était plus lourd qu'ailleurs. Dès la première nuit, Claire a mentionné qu'elle se sentait observée. Elle a d'abord hésité à m'en parler, mais en voyant son expression inquiète, j'ai insisté. C'est idiot, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui nous regarde. J'ai ri, essayant de détendre l'atmosphère. C'est un vieil appartement, il craque, il grince. C'est normal. Pourtant, son malaise persistait. Les jours suivants, je remarquai qu'elle se retournait souvent, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un derrière elle. Elle laissait les lumières allumées plus longtemps que d'habitude et évitait d'être seule dans certaines pièces, surtout dans la salle de bain. Une nuit, alors que nous étions couchés, j'ai senti son corps se raidir à côté de moi. « Tu as entendu » murmura-t-elle. J'ai tendu l'oreille, mais il n'y avait que le silence. Elle n'a rien ajouté, mais je savais que quelque chose n'allait pas. C'était subtil, presque imperceptible, mais l'atmosphère de l'appartement changeait. Il y avait cette impression d'être accompagné, même quand on était seul. Une ombre au coin de l'œil, une sensation de froid inexpliquée dans certaines pièces. Nous essayions de ne pas y prêter attention, de rationaliser, de nous dire que c'était juste l'adaptation à un nouveau lieu. Mais au fond de nous, nous savions que quelque chose n'était pas normal. Un soir, alors que je lisais dans le salon, j'ai entendu Claire m'appeler depuis la salle de bain. Il y avait une urgence dans sa voix, quelque chose d'instinctivement inquiétant. Je me suis levé rapidement et l'ai trouvée figée devant le miroir, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce qu'il y a » ai-je demandé en m'approchant. Elle a mis un moment à répondre, la respiration saccadée. Puis, d'une voix tremblante, elle a murmuré. « Je l'ai vu. » Un frisson m'a parcouru l'échine. « Vu quoi » ? Quelqu'un, derrière moi. Juste là. Je me suis retourné immédiatement. La salle de bain était vide. Seule la lumière crue du plafonnier projetait nos ombres sur le sol carrelé. Claire passa une main tremblante sur son visage. C'était un homme en costume noir. Il me regardait dans le miroir. J'ai essayé de la rassurer, lui disant qu'elle avait peut-être vu une illusion causée par la lumière ou un reflet du couloir. Mais elle secoua la tête. Non, il était là. J'ai vu ses yeux. À partir de ce soir-là, quelque chose changea définitivement. Claire refusait d'entrer dans la salle de bain seule. Chaque fois qu'elle se retrouvait face à un miroir, elle semblait terrifiée à l'idée d'y voir une présence qui ne devait pas être là. Je commençais moi-même à ressentir une étrange oppression dans l'appartement. Des choses subtiles, presque anodines, un courant d'air glacial sans raison, la sensation d'une silhouette qui disparaît quand on tourne la tête, cette impression constante d'être observé. Mais ce n'était que le début. Un soir,
Alors que Claire se préparait pour aller se coucher, je l'ai entendu pousser un cri étranglé depuis la salle de bain. Je me suis précipité, le cœur battant, et l'ai trouvée adossée au mur, le visage livide. Elle pointait du doigt le miroir, incapable de parler. « Claire, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle a secoué la tête, les larmes aux yeux, et a simplement murmuré. « Il est là !» J'ai regardé le miroir. Rien. Juste mon reflet et celui de Claire, tremblante derrière moi. Il était juste derrière moi. Je l'ai vu, clairement cette fois. Un homme en costume noir. Il me fixait. Je sentais son corps frissonner sous mon bras alors que je tentais de la rassurer. Mais moi aussi, je commençais à me sentir mal à l'aise. L'idée qu'elle puisse voir quelque chose que je ne percevais pas me mettait profondément mal à l'aise. Les jours suivants, Claire évita complètement les miroirs. Elle commença même à les couvrir avec des draps ou des serviettes. « Si je ne regarde pas, il ne peut pas m'atteindre » m'avait-elle dit, la voix éteinte. Mais ce fut pire. Elle disait maintenant ressentir la présence même sans le voir. Une nuit, je l'ai trouvée assise dans notre lit, les genoux repliés contre sa poitrine, le regard fixé sur l'ombre tremblante au plafond. « Il est toujours là » murmura-t-elle. Je n'arrivais plus à ignorer ce qui se passait. Quelque chose, ou quelqu'un, hantait ce lieu. Et il s'acharnait sur Claire. Nous n'en pouvions plus. Claire sombrait dans une angoisse permanente, et moi-même, je commençais à sentir cette présence dans chaque recoin de l'appartement. Une nuit, alors qu'elle dormait enfin après des jours d'insomnie, je suis allé dans la salle de bain, déterminé à affronter ce qui nous tourmentait. J'ai allumé la lumière et me suis posté devant le miroir. Rien. Juste mon reflet fatigué, mes cernes creusées par le manque de sommeil. J'ai inspiré profondément. « Montrez-vous » ai-je murmuré. Un silence pesant s'installa. Je sentais mon cœur cogner dans ma poitrine. J'étais sur le point de partir quand une ombre furtive traversa le reflet, juste derrière moi. Je me suis retourné d'un bond. La pièce était vide. Pourtant, en fixant le miroir, je distinguais une forme, indistincte mais bien réelle, se tenant dans un coin de la salle de bain. Elle était là, mais seulement dans le reflet. Je suis sorti précipitamment, claquant la porte derrière moi. Claire était réveillée, assise dans le lit, le visage blême. « Tu l'as vu » souffla-t-elle. C'était la première fois que nous comprenions qu'il ne s'agissait pas de son imagination. Ce n'était pas un cauchemar, ni du stress. Quelque chose hantait cet appartement. Le lendemain, nous avons pris la seule décision possible, partir. Peu importait l'argent perdu, peu importait le temps que cela prendrait. Nous devions fuir avant que cette chose ne nous détruise. Mais nous ignorions encore que nous ne serions pas les derniers à croiser son regard. Nous avons quitté l'appartement en moins d'une semaine. Nous avons trouvé un autre logement à la hâte, loin de cet immeuble maudit. Pourtant, même après notre départ, Claire restait hantée par ce qu'elle avait vu. Les nuits étaient longues, pleines de cauchemars et de sursauts dans l'obscurité. Elle avait peur des miroirs. Elle les évitait, refusait de croiser son propre reflet, comme si elle craignait d'y voir à nouveau cette silhouette. Quelques mois plus tard, alors que nous commencions enfin à tourner la page, une nouvelle glaçante est arrivée. Un soir, en parcourant les actualités locales, je suis tombé sur un article qui m'a fait frissonner. Un homme avait été retrouvé mort dans notre ancien appartement. La police n'avait trouvé aucun signe d'effraction, aucun indice de lutte. La seule chose étrange, son corps gisait dans la salle de bain, juste devant le miroir, brisé en 1000 morceaux. Je sentais mon cœur s'accélérer alors que je lisais les détails. L'homme, un jeune cadre qui venait d'emménager, avait été découvert par un voisin alerté par son absence prolongée. Selon les enquêteurs, son visage portait une expression de terreur indescriptible. Je me suis tourné vers Claire, qui avait déjà compris en voyant mon visage blême. « Il l'a pris » a-t-elle murmuré. Nous n'avons jamais reparlé de cette histoire. Mais depuis, une angoisse sourde nous accompagne. Parce que, parfois, dans un reflet furtif, dans une vitre ou un miroir oublié, nous croyons encore apercevoir une silhouette, vêtue de noir, qui nous regarde. Ce n'est que plus tard, une fois rentrés chez nous, que tout a commencé. Fatigués mais heureux, nous nous sommes installés sur le canapé, un bol de chips entre nous, et avons lancé les vidéos sur le téléviseur. L'écran s'illumina d'images familières, nous riant sous le soleil, filmant les paysages, plaisantant sur des choses insignifiantes. C'était agréable de revivre ces moments. Puis, au milieu d'un enregistrement pris au bord du lac, quelque chose attira mon attention. Un bruit, léger, presque imperceptible. Au début, je crus à une rafale de vent ou au craquement d'une branche. Mais en augmentant le volume, je sentis un frisson me parcourir l'échine. Parmi nos rires, une voix chuchotait.
Je vous vois. Je me redressai instinctivement, jetant un regard à mon partenaire, qui s'était également figé. T'as entendu ça? Murmurai-je. Il hocha la tête, visiblement mal à l'aise. Nous avons repassé la séquence, essayant de nous convaincre que ce n'était qu'un bruit parasite, un simple effet sonore dû au vent ou à un problème d'enregistrement. Pourtant, plus nous réécoutions, plus la voix semblait claire. Distincte, presque trop proche. L'estomac noué, nous avons poursuivi le visionnage. Dans une autre vidéo, tournée sur un sentier forestier, le même murmure s'insinuait entre nos mots, comme s'il nous accompagnait depuis le début. Je vous vois. Un silence pesant s'installa entre nous. C'était impossible. Personne n'était avec nous pendant ces enregistrements. Et pourtant, nous étions maintenant complètement absorbés par les vidéos, une étrange tension planant dans l'air. Ce qui avait commencé comme un simple visionnage nostalgique était devenu une obsession. Nous devions comprendre. Nous devions trouver une explication. Je repris mon téléphone et fis défiler les enregistrements, lançant un autre extrait pris dans la forêt. À l'écran, nous marchions côte à côte, bavardant joyeusement sur un sentier bordé d'arbres imposants. Le soleil perçait à travers les branches, projetant des ombres mouvantes sur le sol. Rien d'anormal à première vue. Mais entendant l'oreille, je vous vois. La même voix, la même intonation. Un murmure, glacial et presque intime, comme si quelqu'un nous soufflait ces mots directement à l'oreille. Mon cœur s'accéléra. J'eus un frisson, et je vis mon partenaire se crisper à mes côtés. Ça peut pas être une coïncidence, souffla-t-il. Je voulais trouver une explication rationnelle. Peut-être un parasite audio? Une interférence avec une fréquence radio? Ou pire, quelqu'un était-il réellement là, près de nous, sans que nous ne le remarquions? Mais plus nous avancions dans les vidéos, plus l'angoisse grandissait. La voix revenait encore et encore. Sur une prise filmée devant un restaurant, elle était là. Sur une autre, capturant la lumière du crépuscule sur le lac, elle revenait, à peine audible mais bien présente. Toujours les mêmes mots. Je vous vois. Nous nous regardâmes, l'estomac noué. Ce n'était plus juste étrange. C'était impossible, inexplicable, et surtout, terrifiant. Au fil des heures, notre inquiétude se transforma en un malaise palpable. Au début, nous nous étions confortés dans l'idée que tout cela n'était qu'un jeu d'ombre, des bruits naturels amplifiés par la qualité de l'enregistrement ou peut-être par la fatigue accumulée lors de notre voyage. Mais plus nous regardions les vidéos, plus nous nous rendions compte que cela allait au-delà du rationnel. Chaque vidéo semblait être le théâtre de quelque chose de plus sinistre. Ce n'était plus seulement la voix. C'était la sensation que quelque chose, ou quelqu'un, était toujours là, juste à la lisière de notre perception. Comme une présence invisible qui se glissait dans chaque instant, dans chaque rire. Je me souviens de la fois où nous avons regardé la vidéo prise dans le restaurant, alors que nous nous étions assis près d'une fenêtre, admirant le coucher du soleil. La voix était encore là, mais cette fois, elle semblait plus proche. C'était comme si elle se trouvait juste derrière nous, dans le même espace, mais sans que nous puissions la voir. Je vous vois. Une nouvelle fois, ce murmure pénétra l'air calme de la pièce. Cette fois, mon partenaire s'arrêta net, et je le vis blanchir. Ses mains tremblaient lorsqu'il appuya sur pause. Ça vient de la vidéo. Ça ne peut pas être une simple interférence. Je le regardais, désemparé. Les mêmes mots, mais cette fois, l'angoisse était palpable. Je me levai brusquement, comme si, d'un coup, l'atmosphère de la pièce s'était alourdie. Un pressentiment m'envahit, et si la voix était réelle? Peut-être que nous nous étions trompés, que nous avions juste exagéré les choses, mais à ce moment précis, il m'était impossible de le rationaliser. Ce murmure ne ressemblait à rien de naturel. Et pire encore, il semblait nous suivre, nous observer à travers l'écran. Tout à coup, le silence autour de nous sembla lourd. Les ombres dans la pièce paraissaient plus sombres, plus étouffantes. Même les bruits familiers de la maison, comme le léger grincement du plancher ou le bourdonnement de l'éclairage, me paraissaient étranges. L'espace lui-même semblait saturé de quelque chose d'indéfinissable. Et la voix, elle n'avait pas cessé. Elle s'infiltrait dans nos vies, se glissant subtilement dans chaque instant. La tension atteignit un sommet insupportable lorsque nous arrivâmes à la dernière vidéo. C'était celle où nous étions dans la voiture, sur le chemin du retour, fatigués mais encore rieurs, profitant des derniers instants de notre escapade. Le ciel était presque noir, et les phares de la voiture découpaient la nuit obscure. Je me souviens avoir filmé en tenant le téléphone vers le tableau de bord, tout en papotant de choses banales. C'était un enregistrement normal, presque anodin. Mais d'alors, la voix. Cette fois, elle était claire. Bien plus nette que les fois précédentes. Elle n'était plus un murmure, une suggestion. C'était un chuchotement franc, posé, direct.
Je suis à l'arrière. Un frisson glacial m'envahit. Mon regard se tourna instinctivement vers le rétroviseur central. Rien. Le siège arrière était vide, mais je pouvais sentir une pression invisible. Mon partenaire me regarda, son visage blême, ses yeux emplis de peur. Nous étions seuls dans la voiture. Nous en étions sûrs. Mais la voix était claire. Je mis la vidéo en pause, mes mains tremblantes, mon cœur battant la chamade. Non, ce n'est pas possible, murmurai-je, la gorge nouée. Nous étions tous les deux figés, incapables de prononcer un mot. C'était comme si la réalité elle-même se fissurait autour de nous. Quelque chose ne collait pas. Ce n'était pas un problème de son ou de technologie. La voix n'était pas un artefact. Elle n'était pas une illusion. Elle semblait réelle. Et si, par un étrange phénomène, quelqu'un avait réussi à s'infiltrer dans notre enregistrement? Mais qui? Et pourquoi? Poussés par une terreur grandissante, nous avons regardé à nouveau la vidéo. Le siège arrière de la voiture, que nous avions vu vide, était maintenant légèrement incliné, comme si quelqu'un s'y était assis, mais sans laisser de traces. Rien n'était visible, mais l'air dans la voiture était devenu oppressant, comme si une présence invisible se matérialisait lentement autour de nous. Le malaise s'intensifia. L'obscurité autour de nous semblait se resserrer. Loin d'être un simple effet, il y avait quelque chose de maléfique dans cette voix. Et elle semblait nous suivre, se rapprocher de plus en plus. Le silence qui s'abattit après que nous ayons regardé la vidéo était presque suffocant. Nous étions là, figés, dans l'obscurité de la pièce, incapables de dire un mot. La voix, cette voix qui semblait s'insinuer dans chaque instant, nous hantait d'une manière inexplicable. Nos regards se croisaient, remplis d'une terreur inavouable. Il y avait quelque chose de plus. Quelque chose que nous ne pouvions pas comprendre, mais que nous ressentions au plus profond de nous. Au bout d'un long moment, mon partenaire se leva d'un coup, le visage marqué par la panique. Il s'approcha de la porte et se tourna vers moi, les yeux écarquillés. On doit vérifier la voiture. Je me levai également, la peur m'enserrant la poitrine, mais une petite voix dans ma tête me disait que ce n'était peut-être qu'une hallucination collective. Nous étions simplement stressés, influencés par nos propres angoisses. Pourtant, une force invisible semblait nous pousser dehors, vers cette voiture, vers ce siège arrière que nous n'arrivions plus à effacer de nos esprits. Nous sortîmes dans le froid de la nuit. La voiture était garée dans notre allée, tranquille, rien d'anormal en apparence. Mais en m'approchant du siège arrière, je sentis un frisson traverser mon dos. C'était comme si l'air autour de nous était plus lourd, plus chargé. Je ne voulais pas l'admettre, mais une peur irrationnelle m'envahit. Nous vérifiâmes les portes, les sièges, fouillant chaque recoin, cherchant une preuve, une explication. Mais rien. Le siège arrière était vide, comme il l'avait toujours été. Tout semblait normal, mais je ne pouvais pas ignorer cette sensation. C'était comme si quelque chose venait de quitter l'endroit. Comme si cette présence qui s'était insinuée dans nos vidéos n'était pas prête à nous laisser. La nuit avança, mais l'inconfort persista. Ce n'était pas fini. Ce n'était pas juste un phénomène technologique. C'était plus, bien plus. Nous retournâmes à l'intérieur, la peur collant à notre peau, une paranoïa grandissante dans l'air. Et alors que nous tentions de nous rassurer, une pensée insidieuse traversa mon esprit. Quelque chose me disait que même si nous éteignions tout, même si nous rangions les téléphones et fermions les yeux, la voix ne disparaîtrait pas. Elle reviendrait. Elle savait où nous étions. Et elle n'était pas prête à partir. Dans le silence lourd de la nuit, j'entendis un murmure, faible, mais distinct. « Je vous vois encore. » Mon copain et moi vivions dans un petit appartement, modeste mais confortable. Ce n'était pas un endroit luxueux, mais il était à nous, et c'était tout ce qui comptait. Chaque pièce avait été aménagée avec soin, optimisée pour l'espace limité, un salon qui faisait aussi office de bureau, une kitchenette étroite mais fonctionnelle, et une chambre à peine assez grande pour contenir un lit et une armoire. Les murs étaient fins, si bien qu'on entendait parfois les voisins chuchoter ou marcher dans l'escalier, un bruit de fond auquel nous nous étions habitués avec le temps. Nos journées étaient rythmées par la routine habituelle d'un couple vivant ensemble. Nous nous réveillions tôt pour aller travailler, dînions en regardant une série et discutions des petits détails du quotidien avant d'aller nous coucher. Mais ces derniers temps, quelque chose me mettait mal à l'aise, sans que je puisse vraiment l'expliquer. Ce n'était pas flagrant, juste une série de petites choses que l'on pourrait facilement attribuer à la fatigue ou à la distraction. Parfois, je retrouvais des objets déplacés, un livre que j'étais pourtant certaine d'avoir laissé sur la table, un verre qui apparaissait dans l'évier alors que je ne me souvenais pas l'avoir utilisé. Il y avait aussi ces moments où j'avais l'impression qu'une ombre passait furtivement dans mon champ de vision,
juste à la limite de ma perception. Chaque fois que je me retournais, il n'y avait rien. Le plus troublant était cette sensation persistante d'être observé. Pas en pleine journée, mais la nuit, quand tout était silencieux et que la seule lumière venait des réverbères filtrant à travers les rideaux. Il m'arrivait de me réveiller sans raison apparente, avec le cœur battant et une étrange certitude que quelque chose n'allait pas. Dans ces moments-là, j'écoutais attentivement, retenant mon souffle, mais je n'entendais rien d'autre que la respiration régulière de mon copain endormi à côté de moi. J'essayais de me convaincre que tout cela était dans ma tête, que c'était juste le stress du travail ou la fatigue accumulée. Après tout, vivre dans un petit espace pouvait parfois donner l'impression d'être oppressé. Mais cette nuit-là, celle où tout a basculé, j'ai compris que ce malaise diffus n'était pas qu'une simple impression. J'aurais dû écouter mon instinct. Cette nuit-là, je me réveillais en sursaut, sans savoir pourquoi. Mon cœur battait fort, comme si quelque chose m'avait tiré du sommeil. La chambre était plongée dans l'obscurité, à l'exception des faibles lueurs orangées filtrant à travers les rideaux. J'avais cette sensation étrange, oppressante, comme si une présence invisible pesait sur moi. Clignant des yeux pour m'habituer à l'obscurité, je tournai légèrement la tête vers la porte de la chambre, et mon sang se glaça. Là, debout dans l'embrasure, une silhouette se tenait immobile, parfaitement droite. Mon copain. Je le reconnus immédiatement à sa carrure, à la façon dont il se tenait, à la forme de ses épaules. Mais quelque chose clochait. Il ne bougeait pas, ne disait rien. Il était juste là, figé dans l'ombre, me regardant. « Lucas » murmurai-je, la gorge sèche. Aucune réponse. J'attendis quelques secondes, espérant qu'il allait réagir. Rien. Il restait là, sans un bruit, comme une statue. Une peur viscérale me noua l'estomac. « Lucas, tu vas bien » répétai-je d'une voix plus forte. Toujours rien. L'air me semblait soudainement plus épais, plus lourd. Une sueur froide glissa le long de ma nuque. Quelque chose me disait de ne pas bouger, de ne pas faire un seul geste. Mais l'incompréhension et l'inquiétude prirent le dessus. Lentement, je me redressai dans le lit, fixant toujours cette silhouette qui ne bronchait pas. Puis, rassemblant mon courage, je tendis la main pour le toucher. Le bout de mes doigts frôla son épaule. Et à cet instant précis, il disparut. Pas un mouvement, pas un bruit. Juste, le vide. Il s'était évaporé sous mes yeux. Je restais pétrifié, le bras encore tendu dans le néant. Mon esprit refusait de comprendre ce qui venait de se passer. J'avais senti la texture familière du tissu de son t-shirt sous mes doigts. J'étais sûr qu'il était là. C'est alors qu'un bruit résonna dans l'appartement. Un bruit venant de la salle de bain. Un claquement sec, comme une porte qui se referme. Puis, le son distinct de l'eau qui coule. Et avant que je puisse reprendre mon souffle, la porte de la salle de bain s'ouvrit doucement, et mon copain en sortit, l'air encore ensommeillé. Je restai figé, mon souffle coupé. Lucas se frotta les yeux en bâillant avant de me regarder, l'air confus. « Pourquoi tu me regardes comme ça » demanda-t-il d'une voix endormie. J'ouvris la bouche, mais aucun son n'en sortit. Mon cerveau tentait encore d'assimiler ce que je venais de voir. Lucas était dans la salle de bain. Alors qui était cette silhouette que j'avais vue dans la chambre? Tu étais là, balbutiai-je en désignant la porte de la chambre d'un doigt tremblant. Il haussa un sourcil. Là? De quoi tu parles? Je viens de me lever, j'étais aux toilettes. Un frisson glacé parcourut mon échine. Non, je t'ai vu, Lucas. Tu étais debout dans la porte, juste là. Je t'ai touché, et tu as disparu. Il fronça les sourcils, maintenant pleinement réveillé. Quoi? Mais je dormais, je viens à peine de sortir du lit. Mon cœur battait à tout rompre. Je regardais le lit. Les draps étaient légèrement froissés de son côté, preuve qu'il s'était bien levé récemment. J'avais vu une ombre, je l'avais touchée, et maintenant, Lucas me disait qu'il n'avait jamais quitté le lit avant d'aller aux toilettes. Ce n'est pas possible, murmurai-je pour moi-même. Lucas s'approcha et posa ses mains sur mes épaules. Calme-toi. Tu as dû faire un cauchemar, voilà tout. Mais ce n'était pas un cauchemar. Je savais ce que j'avais vu. Ce n'était pas une illusion, ni un jeu d'ombre. La sensation du tissu sous mes doigts, l'impression glaçante d'être observé. Tout cela était réel. Mon regard dériva vers la porte de la chambre, encore entr'ouverte. La lumière du couloir projetait une ombre sur le sol, une ombre qui ne devait pas être là. Quelque chose nous observait. Et maintenant, j'étais certaine que ce n'était pas mon imagination. Les jours suivants, une tension invisible s'installa dans l'appartement. Malgré les tentatives de Lucas pour me rassurer, quelque chose en moi refusait d'oublier cette nuit. Je me sentais épié, même en plein jour. Il y avait une lourdeur dans l'air, une présence silencieuse qui semblait se tapir dans chaque recoin sombre.
Au début, ce furent de petites choses, des objets qui changeaient de place, des bruits étranges en pleine nuit, comme des chuchotements lointains que je ne parvenais jamais à distinguer clairement. Je me réveillais souvent, persuadé qu'il y avait quelqu'un dans la chambre, mais chaque fois, Lucas dormait paisiblement à mes côtés. Puis, les phénomènes devinrent plus troublants. Un matin, alors que je me préparais dans la salle de bain, la buée sur le miroir forma une empreinte. Une silhouette indistincte, comme si quelqu'un s'était tenu derrière moi. J'avais beau frotter le miroir, l'image persistait quelques secondes avant de s'effacer lentement. Lucas, lui, commença à se plaindre de cauchemars. « C'est bizarre », me confia-t-il un soir. « J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans nos rêves. Une ombre, juste, debout, à côté du lit. » Mon sang se glaça. « Tu veux dire que tu la vois aussi ?» Il hocha la tête, mal à l'aise. « Je ne sais pas. C'est flou, comme si mon cerveau voulait oublier aussitôt réveillé. Mais chaque matin, je me sens épuisé, comme si je n'avais pas dormi du tout. Je ne savais pas quoi lui dire, parce que moi aussi, je commençais à rêver de cette ombre. Toujours la même scène. J'étais allongé dans le lit, incapable de bouger, et une silhouette sombre me fixait depuis la porte. Une fois, j'avais réussi à tourner la tête, et je l'avais vue s'approcher, lentement. Mais le pire, c'était que, même réveillé, je sentais encore sa présence. Comme si elle attendait quelque chose. J'avais besoin de réponses. Chaque nuit, la sensation d'être observé devenait plus forte, plus oppressante. Lucas et moi étions à bout, hantés par cette ombre silencieuse qui semblait faire partie de notre quotidien. Alors, un soir, je pris une décision. Nous avions une petite caméra de surveillance dans le salon, installée pour des raisons de sécurité. Je n'y avais jamais vraiment prêté attention, mais cette fois, je voulais en avoir le cœur net. Si quelque chose se cachait dans notre appartement, la caméra l'aurait peut-être enregistré. Je passais une bonne partie de la nuit à fouiller les enregistrements des jours précédents, avançant lentement, image par image. Pendant un long moment, je ne vis rien d'anormal, jusqu'à ce que j'arrive à l'enregistrement de cette fameuse nuit. L'image était granuleuse, mais je distinguais clairement notre chambre, dont la porte restait entr'ouverte, donnant sur le couloir sombre. Je me vis endormi dans le lit, Lucas à mes côtés. Tout semblait normal, jusqu'à ce que... Un mouvement. Dans l'ombre du couloir, une silhouette apparut. Mon cœur s'emballa. C'était Lucas. Ou plutôt, ça lui ressemblait. La forme était identique, immobile, figée devant la porte, exactement comme je l'avais vu cette nuit-là. Puis, quelque chose d'impossible se produisit. La porte de la salle de bain s'ouvrit doucement, et Lucas en sortit. Je plaquai une main sur ma bouche pour étouffer un cri. Il y avait deux Lucas, l'un marchant lentement vers le lit, l'autre figé dans le couloir, me regardant. Et alors que la version réelle de Lucas se recouchait, la silhouette, elle, ne bougea pas. Elle resta là, à nous observer. Puis, lentement, sa tête pivota, et son visage, indistinct dans l'obscurité, sembla regarder directement la caméra. L'image trembla. Un bruit strident emplit mes écouteurs. Puis l'écran devint noir. Je me laissai tomber en arrière, incapable de respirer. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas mon imagination. Quelque chose était là, avec nous. Et il savait que je l'avais vu. Ma petite amie, Clara, a toujours évité de parler de son ex-petite amie. Dès le début de notre relation, j'avais remarqué qu'un voile d'ombre passait sur son regard chaque fois que le sujet des relations passées était abordé. Elle détournait les yeux, esquissait un sourire nerveux et changeait rapidement de conversation. Je n'avais jamais insisté. Après tout, nous avons tous des choses que nous préférons laisser derrière nous. Mais il y avait quelque chose d'étrange, une tension sourde qui flottait autour de ce silence. Ce n'était pas seulement de la gêne ou de la douleur, c'était comme une peur diffuse, dissimulée derrière son attitude détachée. Un soir, alors que nous étions allongés sur le canapé, je me suis risqué à poser la question de manière détournée. « Tu ne m'as jamais vraiment parlé de lui. Ça s'est mal terminé ?» Elle a marqué un temps d'arrêt. Son corps s'est raidi presque imperceptiblement. « Ce n'est pas important, a-t-elle murmuré. Il est parti depuis longtemps. » Sa réponse était trop brève, trop tranchante. Mais le plus troublant, c'était son regard. Pas de tristesse, pas de colère. Juste une sorte de malaise glacé. Comme si elle parlait de quelque chose qu'elle préférait oublier, non par douleur, mais par nécessité. J'ai voulu insister, mais quelque chose en moi m'a retenu. Une sensation vague, instinctive, comme si, en creusant davantage, je risquais de découvrir quelque chose que je n'étais pas prêt à entendre. Alors j'ai hoché la tête et j'ai laissé tomber. Mais ce soir-là, pour la première fois,
J'ai senti que Clara n'était peut-être pas la seule ombre dans cette maison. Au fil des semaines, j'ai commencé à remarquer des choses étranges dans l'appartement. Des détails infimes, presque insignifiants, mais qui, mis bout à bout, formaient un ensemble dérangeant. Au début, ce n'était que de légers déplacements d'objets. Un livre que j'avais laissé sur la table basse se retrouvait sur l'étagère. La porte de la salle de bain, que je laissais toujours entr'ouverte, était parfois complètement fermée. Une chaise décalée de quelques centimètres par rapport à son emplacement habituel. Rien de flagrant. Rien de suffisamment concret pour que je puisse affirmer avec certitude que quelque chose n'allait pas. « Clara, tu as rangé mon livre ?» Elle a levé les yeux de son téléphone, l'air surpris. « Quel livre ?»« Celui que je lisais hier soir. Je l'avais laissé sur la table. » Elle a haussé les épaules. « Je n'y ai pas touché. J'ai laissé couler. Peut-être l'avais-je reposé machinalement ailleurs sans y prêter attention. Mais plus les jours passaient, plus ces petits changements s'accumulaient. Un soir, alors que je rentrais plus tôt que prévu, j'ai trouvé la porte de notre chambre entrebâillée. J'étais pourtant sûr de l'avoir fermée en partant. J'ai poussé doucement le battant et une sensation étrange m'a traversé. Rien n'avait changé, et pourtant, j'avais l'impression qu'une présence invisible flottait dans l'air. J'ai même plaisanté à ce sujet avec Clara. « Je crois qu'on a un fantôme. » Elle a ri, mais son rire sonnait faux. Ou alors, tu perds la tête. Sa remarque se voulait légère, mais il y avait une nuance dans sa voix. Comme si elle savait quelque chose qu'elle ne voulait pas me dire. J'ai tenté d'oublier. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que mon imagination. Mais au fond de moi, une certitude grandissait, quelque chose, ou quelqu'un, partageait notre espace. Cette nuit-là, je me suis réveillé en sursaut, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Au début, je ne savais pas ce qui m'avait tiré du sommeil. La chambre était plongée dans l'obscurité, seulement éclairée par la lueur diffuse du réverbère extérieur filtrant à travers les rideaux. Clara dormait paisiblement à mes côtés, son dos tourné vers moi. Et puis, je l'ai entendu. Un murmure, faible, à peine perceptible, mais d'une clarté effrayante. Elle est à moi. Un frisson glacé m'a traversé l'échine. Mon corps s'est figé, incapable de bouger. La voix semblait tout près. Non, pire, elle venait de mon oreille, comme si quelqu'un s'était penché au-dessus de moi pour me souffler ces mots. J'ai allumé la lampe de chevet d'un geste brusque. Il n'y avait personne. J'ai balayé la pièce du regard, la respiration saccadée. Tout était normal. La porte était fermée. La fenêtre aussi. Clara n'avait pas bougé, profondément endormie. Alors pourquoi avais-je encore cette sensation? Cette présence oppressante, invisible mais indéniable? Et puis, mon regard s'est posé sur le miroir de l'armoire. Des empreintes. Des traces de mains, larges et sales, comme si quelqu'un les avait pressées contre la surface du verre. Elles n'étaient pas là avant. J'en étais certain. Mon estomac s'est noué. Lentement, j'ai posé ma main sur l'une des empreintes. La taille ne correspondait pas à la mienne. Je me suis retourné vers Clara, le souffle coupé. Clara! Elle a remué dans son sommeil mais ne s'est pas réveillée. Je me suis forcé à respirer profondément, à me calmer. Peut-être y avait-il une explication rationnelle. Peut-être que... Un courant d'air glacial a effleuré ma nuque. Je ne voulais pas me retourner. Mais, dans le silence de la chambre, j'ai entendu un autre murmure. Tu n'aurais jamais dû venir. D'un côté, je me sentais terrifié, comme si je marchais sur une corde raide, sur le point de découvrir quelque chose que je n'aurais jamais dû savoir. De l'autre, une obsession grandissante m'envahissait. Je ne pouvais plus ignorer les signes. Je devais comprendre. Alors, j'ai commencé à fouiller. Je savais que Clara ne voulait pas parler de son ex, mais quelque chose me poussait à enquêter sur lui. Sur son passé. Je n'étais plus sûr de rien, mais une question persistait dans mon esprit. Et si son ex-petite amie n'était pas vraiment disparue? Le soir où j'ai commencé mes recherches, Clara était sortie avec des amis. Je me suis dit que c'était ma chance. Je suis allé sur Internet, cherchant des informations, des articles, des mentions. Je suis tombé sur un forum de discussion locale où des gens échangeaient des souvenirs d'un homme qui avait mystérieusement disparu il y a plusieurs années. Les détails étaient flous, mais il y avait quelque chose dans les témoignages qui m'a glacé le sang. Apparemment, cet homme avait été obsédé par Clara. Il était possessif, jaloux, parfois violent. Quelques semaines avant sa disparition, il avait commencé à avoir des comportements étranges. Des rumeurs circulaient dans la ville, des murmures sur ses derniers jours. On disait qu'il parlait souvent de revenir pour récupérer ce qui lui appartenait. J'ai eu la gorge serrée. Clara m'avait toujours dit que son ex avait disparu dans des circonstances mystérieuses, mais rien de plus. Cette histoire semblait prendre un tournant que je n'avais pas anticipé. Est-ce qu'il était vraiment mort?
Ou était-il toujours là, quelque part dans l'ombre? Je n'arrivais pas à m'arrêter de lire. J'ai continué à creuser, découvrant des archives de police non résolues et des témoignages d'amis proches de Clara. Certains disaient que, même après sa disparition, elle continuait de sentir sa présence, comme si lui, ou une partie de lui, n'avait jamais quitté sa vie. Ce soir-là, en éteignant l'ordinateur, un frisson m'a parcouru. Je savais que la vérité, quelle qu'elle soit, risquait de tout changer. Mais je n'étais plus sûr de vouloir savoir. Une partie de moi voulait effacer tout cela de ma mémoire, comme Clara l'avait fait. Mais une autre partie, celle qui m'avait poussé à chercher, voulait plus que tout comprendre, comprendre pourquoi je me sentais déjà pris au piège. Et puis, avant de fermer les yeux, j'ai jeté un dernier coup d'œil à l'armoire, où le miroir se trouvait. Une ombre semblait se dessiner dans la surface. Une silhouette qui ne m'était pas familière. Les jours qui ont suivi cette découverte ont été remplis d'une tension insupportable. Chaque bruit, chaque mouvement dans la maison semblait être amplifié, comme si nous étions constamment observés. Clara, pourtant, n'agissait pas différemment, comme si rien n'avait changé. Mais moi, je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait autour de nous. Les événements paranormaux se sont intensifiés. Un matin, en me levant, j'ai trouvé la porte d'entrée ouverte, comme si quelqu'un était passé pendant la nuit. Clara dormait encore, mais cette fois, l'impression d'être observée était palpable, comme si des yeux invisibles nous épiaient constamment. J'ai eu l'impression qu'on était constamment sur le point de découvrir quelque chose que l'on aurait dû laisser enterrer. Un soir, je suis rentré à la maison en retard, et en franchissant le seuil, j'ai entendu une voix, faible mais distincte, murmurer mon nom. J'ai figé sur place, écoutant. Il n'y avait personne, mais la voix avait cette qualité intime, comme si elle venait de la pièce juste à côté. Ce n'était plus une simple sensation de présence. C'était réel. Quelque chose ou quelqu'un était là, avec nous. Et il n'était pas prêt à partir. Quand Clara est rentrée ce soir-là, je l'ai confrontée. Il fallait qu'elle m'explique, qu'elle me dise ce que j'avais réellement découvert. Je lui ai montré ce que j'avais trouvé, les histoires sur son ex, les rumeurs, les murmures. Elle s'est assise en silence pendant un moment, les yeux fixés sur mes mains tremblantes. Puis, enfin, elle a parlé. Tu sais, je pensais qu'en n'en parlant jamais, ça finirait par disparaître. Mais il n'est jamais vraiment parti, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas en revenir. Elle savait. Elle savait tout depuis le début. Elle m'a expliqué qu'après sa disparition, elle avait commencé à ressentir sa présence dans la maison. Parfois, c'était un frisson dans le dos, une ombre qu'elle apercevait du coin de l'œil, un murmure qu'elle croyait avoir entendu. Elle pensait que c'était le chagrin, la douleur de la perte. Mais non, il n'était pas parti. Il était là, encore et toujours. Et à cet instant, en levant les yeux vers le miroir de l'armoire, j'ai vu quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Mon reflet, celui que j'avais toujours connu, était là. Mais il y avait quelque chose de différent, quelque chose de malsain. Mon reflet souriait. Mais je ne souriais pas. Dans l'obscurité de la pièce, je me suis rendu compte que la vérité était bien plus terrifiante que tout ce que j'avais pu imaginer. Nous n'étions jamais seuls. Et je savais maintenant que nous ne le serions jamais.